Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Werber, un auteur emblématique avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers 37 pays. Sa carrière, qui inspire tant de lecteurs, n'a pourtant pas été de tout repos. J'ai mis 12 ans à trouver un éditeur. Donc le moment où j'ai eu le livre dans la main, ça a été un moment d'émotion très très fort. C'est comme si je venais d'accoucher, quoi. Cet échange intime nous plonge au cœur de sa carrière, de la vie et de ses épreuves. Bernard nous livre sa vision sur l'adversité. Les épreuves vont t'obliger à mieux te connaître, à t'intéresser aux autres, à vérifier ta capacité de courage et d'opiniâtreté. Et au final, si tu arrives à réussir malgré l'adversité, tu n'auras que plus de mérite. Nous parlons aussi de la quête du bonheur. Je crois que la clé du bonheur, c'est trouver sa place. Les gens qui sont pas heureux, c'est parce qu'ils sont pas à leur place. Et les parents, l'école, l'entreprise ne sont pas des endroits où on vous donne votre place. C'est des endroits où on vous explique comment on va vous utiliser au mieux. Bernard propose une approche tournée vers l'avenir plutôt que le passé. Ce que j'aime pas dans la psychanalyse, c'est que ça vous dit, bon, vous allez me raconter les instants malheureux, vos traumatismes d'enfance, et on va en parler. Moi, j'ai envie de dire, on va parler des moments heureux, et on va surtout pas parler des traumatismes d'enfance, parce que ça fait partie de votre passé, vous pourrez pas le changer. L'audace et la prise de risque sont pour lui au cœur de la jeunesse de l'esprit. Tant qu'on prend des risques et tant qu'on est à la recherche de sa limite d'incompétence, on est vivant et on est jeune. Dès le moment où on a l'impression qu'on sait tout, dès le moment où on est juste dans la recherche de confort, autant prendre sa retraite, quoi. La spiritualité est aussi un thème central de notre échange. Tu as découvert, je crois, la base même de toute spiritualité. C'est n'attends pas qu'il y ait un prêtre, un sage ou quelqu'un qui vienne te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Trouve ton propre chemin par toi-même. Je partage également avec Bernard Werber mon expérience lors d'une de ses méditations guidées sur les vies antérieures, avec un résultat, tu vas voir, quelque peu surprenant. Tu fais partie des rares élus qui sont arrivés à trouver le nom et le prénom de leur ancienne incarnation. Cet épisode explore la vie, le flow, la créativité et les grandes questions personnelles. Un échange riche et inspirant. Mais avant ça, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Et si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, sens-toi libre de lui partager. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Bernard. Salut. Comment te sens-tu en cet après-midi ? C'est juste avant la période où je vais avoir tous les gros enjeux, à savoir la sortie du livre, la sortie du jeu, la sortie du spectacle. Donc je suis un peu sur les starting blocks. Ouais, j'en doute pas, j'ai vu un peu ton actualité, j'ai vu ça. Je dois te faire une confession. Je t'avouerai que je me suis demandé si j'allais te le dire, et en fait, je ne me voyais pas ne pas te le dire. J'ai jamais lu un de tes livres. Il n'y a pas de souci. Ça peut paraître très étonnant dit comme ça. J'ai jamais lu un des tiens non plus, j'en bafouille. En fait, je t'ai découvert, je te connais évidemment, je connais les fourmis, je sais qui tu es, je te connais via Anne Tufigo que j'ai reçu dans le podcast, et je t'ai vu en fait via les affiches dans le métro sur ce spectacle que tu fais à l'Olympia le 23 octobre. C'est marrant parce que je me demandais si ces affiches dans le métro ça touchait les gens, donc visiblement ça t'a touché toi, ouais. Donc ça me rassure. Ouais, totalement, et je me suis dit tiens, il n'est pas qu'écrivain, et du coup je me suis renseigné sur ce que tu proposais et ça m'a appelé. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie de te recevoir. Tu fais l'Olympia dans un mois, puisque l'épisode sort quasi au moment où on l'enregistre. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre qui se cache au-delà de l'écrivain qui a quand même vendu plus de 30 millions de livres dans 37 pays différents. J'ai vu, mais c'est incroyable. Je pense que c'est un succès de fou. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a appelé. Et j'étais un peu stressé parce que j'étais là, mais c'est complètement ridicule. Et j'en ai parlé autour de moi. Et les gens étaient là, mais quand même, mais t'as pas lu celui-là, et celui-là, et celui-là. Et en fait, ils m'ont tellement donné envie de te lire désormais parce qu'ils m'ont fait comprendre que je passais à côté de quelque chose d'incroyable. Non, ne lis pas, laisse tomber. Ça m'a donné envie. Ils m'ont donné des titres comme ça. Je me suis dit, ça donne envie. Donc, je suis ravi en tout cas d'être en face de toi, d'apprendre à te connaître. Une question que je pose souvent à mes invités, c'est justement quelqu'un qui ne te connaît pas ou peut-être juste de nom comme ça. Je t'invite à une soirée d'anniversaire et tu débarques et on te dit « Ah, mais t'es qui ?» Qu'est-ce que tu peux répondre ? Je suis un être humain vivant. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Je suis un être humain vivant, comme on le voit, chauve à lunettes. Et puis, je suis un être vivant, chauve à lunettes, qui est heureux parce qu'il vit de ses passions.
Et je souhaite à tout le monde de trouver ses passions et d'arriver à en vivre. Je crois que c'est le top du top d'une existence. C'est quand tu arrives à être indépendant en pratiquant ce qui t'amuse le plus. Tu penses que c'est compliqué de trouver sa voie et sa passion ? Je crois que pour chaque individu, c'est différent. Il y en a pour lesquels c'est facile, d'autres pour lesquels c'est compliqué. Mais en général, plus on fait d'efforts, plus au moment où on a la récompense, il y a une jouissance qui suit. Moi, j'ai mis 12 ans à trouver un éditeur. Donc le moment où j'ai eu le livre dans la main, ça a été un moment d'émotion très très fort. C'est comme si je venais d'accoucher, quoi. Et depuis, je me dis, waouh, ça continue, le rêve continue. Mais le contraire de mon sentiment, c'est blasé. Non seulement je suis pas blasé, mais le prochain livre sort, j'ai le trac, je me demande ce qui va se passer, mais j'ai même le trac quand les rideaux s'ouvrent pour le spectacle. Je me rappelle la première fois que je suis monté sur scène, c'était juste on m'avait proposé de monter pour raconter des histoires. Et au moment où le rideau s'est ouvert, je n'avais rien préparé. C'est-à-dire que je n'avais pas de conducteur, je ne savais pas ce que j'allais raconter, et la salle était pleine. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que j'allais raconter, mais moi aussi je me demandais qu'est-ce que j'allais raconter. Et j'ai commencé à raconter des histoires extraordinaires qui me sont réellement arrivées. Et j'ai raconté, je croyais qu'ils étaient intéressés. Et je me suis dit, le sens de mon existence, c'est conteur. Je suis là pour raconter des histoires dans le sens comme à l'époque préhistorique, il y avait des types qui étaient des conteurs au coin du feu. C'est une tradition orale. Moi, j'utilise l'écrit parce que ça permet de diffuser dans le temps et dans l'espace. Mais mon vrai truc, c'est tenir une salle ou une foule en haleine en racontant une histoire. Et quand je monte sur scène pour le spectacle VIE, pour moi, c'est complémentaire du fait d'écrire des romans. J'y pense parce que j'ai pu voir que tu as commencé à écrire dès 9 ans. Oui. On dit, j'ai déjà entendu dire que pour des fois retrouver sa voix ou sa singularité, il faut regarder qu'est-ce qu'on faisait naturellement dans l'enfance. T'es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il faudrait mettre face aux enfants un crayon, un piano, la pâte à modeler, et puis on regarde déjà ce qui se passe. Je crois qu'ils font un peu ça au Tibet, ils leur mettent plein de trucs et puis ils regardent vers où va l'enfant. Moi, ma maman étant prof de piano m'a mis naturellement sur le piano et le dessin, et mon papa étant raconteur d'histoire me racontait les mythologies grecques avant de me coucher. Donc c'est sûr que j'ai bénéficié d'un terreau favorable. Après, il y a eu un moment où l'univers, chaque fois que je racontais une histoire, me répondait « vas-y, continue ». C'est-à-dire qu'il faut être attentif aux signes. Je reprends un peu l'idée du Figo, là, qui parlait aussi des signes. Quand, à 9 ans, j'ai fait une composition qui s'appelait, une rédaction libre, qui s'appelait « Souvenir d'une puce », et que le prof a dit « j'ai jamais autant rigolé en lisant une copie », je me suis dit, l'univers me dit « fais des trucs rigolos comme ça ». Il m'avait même précisé une chose, il m'a dit « il n'y a que la première phrase qui ne va pas ». Et la première phrase donc de cette rédaction qui s'appelait Souvenir d'une puce, c'était « je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau ». Et il m'a dit « je peux pas vous expliquer pour l'instant, mais un jour vous comprendrez ». C'est drôle parce qu'on voit là qu'il y avait en tout cas un naturel qui t'a poussé sur cette voie. C'est vrai qu'il me semble, tu l'as raconté plusieurs fois, plein de fois, c'est ton histoire que tu as été au journaliste scientifique avant de te lancer dans l'écriture de ton livre. Justement, réussir à vivre d'un art, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à la base, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Et pourquoi il y a autant de barrières d'ailleurs selon toi ? La concurrence ? Non. D'abord, il y a une barrière dans tous les métiers. Même toi, en tant que journaliste, tu as dû le voir, il n'y a pas d'autoroute. Mais il y a une dimension qu'il faut rajouter, c'est la chance. Des fois, je dis, l'idée pas de moi, mais il faut 3 choses. C'est le travail, le talent et la chance. Mais normalement, 2 suffisent. Si vous avez le talent et la chance, vous n'avez pas besoin du travail. Si vous avez du travail et du talent, vous n'avez pas besoin de la chance. Et si vous avez de la chance et du talent, vous n'avez pas besoin, j'ai dû me mélanger, mais 2 suffit sur les 3. Ouais. Et j'ai eu de la chance. Et j'oublierai jamais le jour où il y a cet éditeur qui, dans son bureau, m'a dit « on croit dans ce bouquin et on va jouer la partie ». Et il n'y avait qu'une seule personne, il n'y avait que cet éditeur, il s'appelle Richard Ducousset, et il a joué la partie. Et il a gagné. Et je crois que l'un des éléments les
les plus importants dans le monde industriel, c'est de trouver des gens courageux qui prennent des risques sur des sujets qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'au moment où j'ai débarqué dans le milieu de l'édition, en gros, il y avait le polar, les prix littéraires et les romances. Et moi, je faisais partie d'aucune des trois sections. Donc, il fallait se dire, attends, il y a un truc bizarre, un roman qui parle de fourmis, dont les héros sont des fourmis, et ça peut intéresser le grand public, pas seulement les enfants, parce qu'on se dit les animaux. Et lui, il a eu ce courage. C'est pour ça que, avec le recul, je dirais que ma carrière est un miracle. Et elle est difficile à reproduire, parce qu'il fallait, il fallait trouver la bonne personne au bon moment, le bon éditeur. À un moment, j'avais le choix entre deux. C'est-à-dire, au moment où lui a dit oui, un autre a dit oui. Après 12 ans, 12 ans, tout le monde me renvoie des lettres de refus, et tout d'un coup, deux me disent oui. Et mon intuition m'a dit, attends, celui-là, il a l'air d'être plus investi. Surtout, j'ai pris celui qui avait lu le manuscrit, parce qu'il y en a un qui disait oui pour que l'autre ne l'ait pas. C'est des petits jeux bizarres. Quand on débarque avec son manuscrit, on ne comprend pas tout ça. Mais je crois qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Alors, l'autre mérite que je m'accorde, c'est de ne pas avoir baissé les bras. Donc, à 16 ans, j'ai commencé l'écriture des fourmis. À 28 ans, j'ai eu ce moment où on m'a dit « Ok, on publie ». Entre-temps, avec toutes ces lettres de refus, il fallait que je considère « Ok, ça doit être mon manuscrit qui n'est pas assez bon, donc je le réécris ». Je l'ai réécrit 24 fois, en entier, sans se relire. C'est-à-dire, j'ai pas fait et ce qui fait que j'ai 24 versions complètement différentes des fourmis. Et dont une qui fait 1500 pages et celle qui a été publiée fait 350 pages. C'est ce qu'on appelle une passion. Là, à partir du moment où on réécrit, où on continue pendant tant d'années à chercher un éditeur, qu'on réécrit la version de son livre, ça peut être. Enfin, j'imagine que c'est fastidieux en fait de relire, de réécrire. Il y a un moment, il doit y avoir une dimension de fierté dans le style. Vu tout le temps que j'y ai passé, je vais pas renoncer maintenant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que j'ai raconté nulle part, mais une semaine avant que j'ai le coup de téléphone qui me dise on veut vous voir pour vous parler du contrat, j'avais renoncé. Une semaine. Et j'avais démarré un polar, je me suis dit je vais faire un truc classique, vu qu'il n'y a que des canaux pour les sections officielles et que mon livre sort de toutes les sections, donc personne n'en veut. J'ai fait un polar tout simple, mais bien ficelé, et voilà. Et c'est au moment où j'ai renoncé à mon livre que tout d'un coup on me dit attends, les fourmis, on va le faire. Donc il y a une leçon de lâcher prise. C'est-à-dire après tous ces 12 ans, je précise 12 ans, à travailler tous les jours, sans exception, depuis l'âge de 16 ans, tous les matins de 8h à midi et demi. C'est-à-dire c'est pas que de temps en temps je fais ça en vacances. Ouais. Et depuis l'âge de 16 ans, il n'y a pas une matinée où je n'ai pas fait mes 10 pages. Ouais. Donc il y a une autre dimension que je peux donner comme conseil aux gens qui veulent vivre de leur passion, c'est la régularité. Si vous êtes un surdoué du piano, par exemple, je vous conseille de faire les gammes tous les matins. Si vous arrêtez, c'est un peu comme le jogging, vous allez avoir du mal à reprendre. Donc moi, j'ai jamais arrêté. Ce matin, j'ai fait mes 10 pages. Et c'est peut-être ça, comment dire, c'est comme si je disais à l'univers, je veux vraiment vivre de ce métier et je veux vraiment faire passer des idées à travers ce métier. C'est donner les bonnes informations quelque part. L'univers, je dis souvent, l'univers, si on est flou avec lui, il nous amène du flou. Et il y a cette idée de si on sait ce qu'on veut, on peut aller plus vite. Ces derniers temps, je parle, tout est relatif, mais j'aborde un peu la loi de l'attraction dans mon podcast, mais pas forcément sur le côté New Age. J'aime à me dire que la loi de l'attraction, c'est juste avoir un objectif clair et de mettre tout en œuvre pour y accéder. Et du coup, ne pas louper ces fameuses opportunités ou ces signes qui débarquent et donc se dire on les prend. Est-ce que c'est vraiment la loi de l'attraction ou d'être hyper attentif sur son objectif, tu vois ? Alors, mon objectif n'a jamais été de devenir un auteur de livres best-seller. Mon objectif a été juste d'être publié. C'est-à-dire, je voulais que ce manuscrit qu'il y avait dans mon ordinateur, il se transforme en livre. Et c'est pour ça qu'au moment où j'ai eu le livre dans les mains, je me suis dit, ça y est, tout est accompli. Et de manière étonnante, j'ai eu comme un baby blues. Je me suis dit, maintenant, il faut que je parte, parce que l'œuf que je devais pondre est pondu. Et 12 ans de couvaison. Et j'ai eu un énorme sentiment de vide, comme si tout d'un coup, ma vie étant liée aux fourmis, maintenant, il fallait que j'arrête. Et donc, j'avais fait 2 ans de criminologie, j'avais une section comment se suicider, mais j'ai pris de manière très méthodique. Je me suis dit, voilà, j'ai le livre, j'avais dans les mains, et je me suis dit, maintenant, il faut que je me suicide, comme ça je pars sur
sur le plus joli moment de ma vie. Donc il n'y avait aucune tristesse, il y avait juste un sentiment d'accomplissement. Et là, j'ai vu de manière technique, ça commençait à être compliqué. J'ai vu les manières de s'y prendre. Alors, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, écoute, fais venir des amis tout le temps à la maison. Je veux penser à autre chose qu'au livre. Donc, on va faire la fête, on va faire des dîners tous les soirs, mais juste, occupez-moi l'esprit et me laissez pas seul. Et ça a duré une semaine. Et après, j'ai commencé à avoir les premiers feedbacks de gens. Et j'ai compris que, en fait, les gens avaient cru que le livre parlait des fourmis. Et je me suis dit, zut, ils n'ont pas compris de quoi parler, parce qu'en fait, ça parle de l'humanité à travers le thème des fourmis. Et je me suis dit, ok, il faut que j'écrive la suite. Et c'est là où j'écris Le Jour des fourmis. Ça n'a jamais été pensé en trilogie. Pour moi, j'étais aussi l'homme d'un seul livre. Il y avait une autre notion que je n'avais pas, c'est qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Pour moi, c'est un hobby, comme il y en a qui jouent au golf ou qui font de la musique. C'est-à-dire, il y a quelques rares qui vivent de ça, mais la plupart, c'est juste le plaisir de faire un manuscrit et d'être publié. Je savais pas que... Et là, quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec ça aussi. Donc, j'ai pas voulu être auteur de best-seller, et j'ai pas voulu gagner ma vie avec ça, mais ces deux choses me sont arrivées. C'est comme si l'univers, j'ai demandé la publication, puisqu'on pourrait prendre ça, et il m'a dit, attends, t'as pas demandé assez, on peut te donner plus que ça. Ouais. C'est être sur le chemin. Enfin, c'est vrai que je pourrais te dire ça aussi. L'objectif, c'est une chose, mais apprécier le chemin et être presque en gratitude de ce qu'on fait tous les jours et en fait d'être dans la joie de l'instant présent. L'instant présent, il est un peu à toutes les sauces en ce moment, mais c'est quand même profiter de chaque jour, de ce qu'on fait. Et puis oui, on peut avoir cet objectif. Là, toi, c'était qu'il soit publié, en tout cas. Et puis après, le reste... Enfin, en fait, le reste est la suite de ce que tu es toi, finalement, depuis tes 9 ans, à savoir écrire tous les matins de 8h à 12h30. Oui, il y a aussi encore, je m'auto-flagellais, un orgueil dans le livre, dans le fait de vouloir suicider après avoir sorti le livre. C'est que je croyais que j'avais tout dit, de tout ce que j'avais à dire, que tout était dans les fourmis. Et c'est comme si, pour reprendre cette expression, l'univers m'avait dit, attends, ça c'est le premier pas, c'est la première pierre que tu as posée, maintenant il faut construire toute la cathédrale qui va autour. Et maintenant avec le recul, donc je vais sortir le 34e dans 10 jours, je me dis, attends, il y a beaucoup de briques pour faire la cathédrale, et j'ai potentiellement la capacité de faire une grande et belle cathédrale, donc maintenant ça devient mon devoir. Il y a une idée dans ma tête, c'est qu'au moment de mourir, enfin quelques secondes avant de mourir, il faut avoir le sentiment de « Ok, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que je pouvais faire. » Et avec l'idée de « J'ai rempli ma mission. » La raison pour laquelle... J'ai bien fait de naître, j'ai rempli ma mission, la mission de mon âme. Et donc, je saurai la mission de mon âme que quelques secondes avant de mourir, en regardant en arrière, en me disant « Ok, voilà, j'ai fait suffisamment. » Tu as le sentiment d'être pleinement heureux aujourd'hui ? Le mot heureux est plus compliqué parce que le mot heureux, je suis dans la joie de faire le métier qui me plaît. C'est la même joie que doit avoir l'abeille qui fait du miel. C'est-à-dire, je me réalise dans la chose pour laquelle je suis naturellement préparé. Tu vois, il y a d'autres activités, la musique, le dessin, la réalisation de cinéma, dans lequel j'ai mis quelques bouts de pied, et je crois que j'ai pas suffisamment d'outils pour faire ça. Mais là, j'ai eu de la joie aussi à tourner mon film, mais il y avait de la joie et de la peur, alors que dans l'écriture, tu vois, ce matin quand j'ai écrit, c'est pratiquement je rigolais en écrivant. Je rigole en écrivant parce qu'il y a un moment, quand tu fabriques un monde et des personnages qui sont cohérents, ils parlent tout seuls, et par moments, ils disent des choses auxquelles tu t'attends pas. Donc c'est une forme de schizophrénie, peut-être qu'il faudrait aussi que je consulte. Mais je suis le premier spectateur des dialogues de mes personnages, et parfois, je me relis pour comprendre ce que je voulais dire. Donc, alors là, ça rejoint une autre notion, c'est le flow. Est-ce que je reçois quelque chose, ou est-ce que je bascule dans autre chose durant l'écriture ? En tout cas, dans certains moments d'écriture, je perds toute notion du temps. C'est comme si je rêvais. Ben, tu sais, quand tu rêves, tu sais pas pourquoi les choses apparaissent dans ton rêve, et tu sais pas pourquoi les personnages disent ça. Ben, quand j'écris, c'est un peu pareil. Trouver son flow,
C'est quoi, selon toi, la meilleure manière ? Est-ce que parce que toi, tu sembles l'avoir trouvé presque naturellement, est-ce que tu aurais des conseils aux gens qui voudraient être dans un flot d'écriture, ou de musique, ou de créativité, ou de travail, tout simplement ? Alors, oui, c'est marrant, parce que ça fait longtemps que je veux parler de cette notion de flow, qui est une notion que j'étudie depuis peu de temps. Alors, il faut être vide. L'une des erreurs de beaucoup d'artistes, c'est de vouloir accumuler de la culture et de vouloir la balancer dans les livres, ou des connaissances. Et puis on dit, ah, voilà, je vais montrer que je sais ça, que je sais ça. Non, non, pas du tout. Il faut être complètement vide, et parce qu'on est vide, on peut recevoir. Et l'autre conseil, c'est se considérer vide en permanence pour écouter les autres et recevoir le monde. Là, le café, je travaille tout le matin au café, hein. Je ne travaille pas ici parce que j'ai besoin de ne pas être au même endroit où je mange et où je dors. Et quand je suis au café, il y a des gens qui viennent vers moi, des fois que je connais, des fois que je ne connais pas, et je les écoute, et ils sont surpris que je les écoute. En fait, les gens m'intéressent. Mais ils m'intéressent. Maintenant, je sais, c'est aussi, en même temps qu'ils parlent, je me dis, tiens, peut-être je pourrais en faire un personnage. Voilà. Il y a toujours cette arrière-pensée. C'est comme si moi-même, j'étais dans un roman. Et le décalage entre le monde du roman et le réel, il est très, très flou chez moi. C'est pour ça que je pense que j'ai configuré mon esprit pour me nourrir en permanence et être tout le temps vide. Ne pas enlever toute prétention. Alors, pour reprendre le flow, il faut pas croire qu'on est important, il faut pas croire qu'on sait des choses, et il faut considérer qu'on n'est qu'un canal pour que quelque chose arrive, pour que l'histoire naisse. Je perçois aussi mes livres comme des entités vivantes. C'est comme si je fabriquais un petit bébé. Il y a un moment, ce petit bébé, il n'est pas contrôlé par la maman ou par les parents. Il vit tout seul. Le seul talent de l'écrivain va être que ce bébé littéraire grandisse tout seul. Et c'est pour ça que quand j'écris, je peux avoir des éclats de rire. C'est comme si je voyais un petit enfant en train de me faire des petites blagues et je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais j'ai configuré, je crois, mon cerveau pour arriver à écrire tout le temps de manière facile et dans la joie. Tu m'as mis des frissons là en parlant de vide. Au mois de juillet et au mois d'août, j'ai fait une semaine seule sur une péniche au milieu de la Bretagne, sur un lac, sans téléphone, sans ordinateur, sans livre. Alors, sur un lac qui devait être grand quand même, non? Parce que ta péniche. Tu bougeais pas ou tu... Je bougeais pas. C'était vraiment une péniche. On appelle une toue d'ailleurs. C'est une toue, donc un petit bateau. Et c'était au bord d'un petit lac. Hein. C'était dans un gîte, mais il y avait vraiment personne autour. Et j'ai eu besoin de me déconnecter pour me reconnecter à moi-même et d'essayer vraiment le vide absolu. Qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe plus rien? Quand je ne suis plus sollicité et quand je n'ai plus envie de voir du monde, etc., etc. Et c'est dans ce vide que j'ai eu les réponses à toutes mes questions, qu'il s'est passé des choses complètement fous, des choses intuitives que j'ai fait avec la nature, des reconnexions et des choses... je vais pas te raconter cette semaine-là. Mais si, vas-y, je t'interviewe. Raconte-moi cette semaine. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à un moment, j'ai guéri toutes mes blessures du passé avec mes ex, notamment avec mon premier ex qui m'avait fait beaucoup de mal à 17 ans, donc il y a 21 ans plus tôt. Hein. Et vraiment, j'ai ressenti un lâcher-prise, mais je me baladais en forêt et c'était intuitif, comme ce que tu dis, une sorte de canal de t'as besoin de libérer ça, t'as besoin de remercier les gens, remercier les ex en l'occurrence. Et je me souviens, en fait, de faire un câlin à un arbre, je n'avais jamais fait ça, de sentir l'énergie partir. J'étais au 6e jour, donc j'avais bien décanté, on va dire, pendant 6 jours dans le vide et le rien. Et là, je me suis senti renaître. Et ce qui a été fou, c'est qu'en redescendant, 2 vaches devant lesquelles je passais 4 fois par jour, parce que j'allais faire 2 balades méditatives par jour, elles sont accourues à moi, alors que jamais elles ne m'avaient calculé. Ce moment où je me suis senti reprogrammé, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi c'était complètement loufoque que ces vaches qui ne me calculaient pas, quand je me sens renaître, avoir laissé pendant 1 heure toutes ces émotions négatives qui ne me servent plus aujourd'hui, sachant que je venais aussi guérir une forme de dépendance affective qui me pourrissait la vie les 6 derniers mois, donc j'étais pas là non plus pour rien, et de voir que tout d'un coup les vaches étaient beaucoup plus réceptives à moi, mais le pire ou le mieux, c'est que le lendemain de cette retraite, de cette semaine de silence, mon ex
d'il y a 21 ans m'envoyer un message pour prendre un verre. Et je dis, mais comment, dans le vide, dans le rien, on se guérit quelque part? Et comment, enfin c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas dans ce vide-là, c'est comme si ça laissait de la place à autre chose. Tu fais cesser le bavardage de ton cerveau. Oui. Et le bavardage du cerveau répète des phrases et des scénarios en permanence dont il s'auto-convainc qu'ils ne sont pas forcément la réalité, qui est une réalité. Et au bout d'un moment, ce bavardage nous fatigue. Même si on a raison. C'est pour ça que, en fait, quand je dis faire le vide, on n'arrive jamais à faire complètement le vide. Mais en tout cas, faire cesser ce bruit permanent qui nous répète les mêmes choses, nous-mêmes nous répétant les mêmes choses. En général, ce qu'on se répète, c'est notre propre légende. Notre propre légende, on est le héros, on a raison et tous les autres ont tort, et on est intelligent et tous les autres sont des imbéciles. Et cette chose-là qui nous réconforte dans notre ego, en fait, ça nous fatigue et ça ne nous aide pas du tout. Et le contraire, c'est « Ok, je suis un être humain, vivant, sur la Terre. Maintenant, je vais essayer de faire au mieux pour que ça se passe bien avec les autres, avec la nature, avec les arbres, avec les vaches, avec les ex, mais en sachant que ça se peut que j'y arrive pas. Et si j'y arrive, ça va. Si j'y arrive pas, tant pis, on passera à autre chose. Mais on revient à cette notion de lâcher prise, qui m'a l'air déterminante à cette époque où on est tout le temps stimulé et on est tout le temps dans « j'ai raison, j'ai tort ». Il y a un moment, on s'en fout. Et en plus, tu vois, tu dois avoir la sensation qu'avec ton ex, tu avais raison et qu'il avait tort. Et puis après, tu as perçu que bon, peut-être que tu n'avais pas analysé tous les éléments. Je pense que toutes les histoires sont uniques et complexes. Mais tu sais, cette même disponibilité, c'est exactement le principe du spectacle VIE. C'est-à-dire, je leur propose juste de fermer les yeux et de respirer, et là, de visualiser quelque chose. Le seul fait de faire ça, ça fait qu'ils arrêtent de se répéter « À mon boulot, il y a mon patron qui m'énerve. Il y a ma femme, zut, elle m'a encore fait le même plat et j'aime pas ça, est-ce que je vais lui dire ? Oh zut, les enfants ont eu des mauvaises notes. » Toutes ces choses qu'on se répète tout le temps. Non, je vais vous proposer de revenir dans un souvenir de votre enfance, un souvenir agréable, et on va le revivre tous ensemble. Et à ce moment-là, les gens sont « Ah ouais, finalement, on peut faire ça. On peut faire venir une carte postale du passé, ou on peut faire venir une carte postale du futur. On peut s'amuser avec notre cerveau à faire autre chose qu'à se répéter sans cesse les mêmes histoires qui ne nous apportent rien. » Quel est le pouvoir du cerveau sur nos vies? Alors, le cerveau, vous savez, les moustiques, ils ont un cerveau aussi. Et le pouvoir du cerveau du moustique, c'est de ne pas se faire attraper et de nous piquer alors qu'on se croit plus intelligent. Donc, la spécificité du cerveau humain est qu'il a la capacité à se projeter dans le futur. Tu as un chien ou un chat? Je suis en train de vouloir un nouveau chat. Voilà. Le chat est probablement plus intelligent que l'être humain, mais dans sa tête, il y a ok, pourquoi le patron est parti, ou mon serviteur est parti, pourquoi, quand c'est qu'il revient, quand il reviendra, il y a une petite projection dans le futur, je vais faire comprendre qu'il n'aurait pas dû partir. Bon, qu'est-ce qu'on mange? C'est où l'endroit le mieux? En fait, le chat vit dans le présent, dans le sens philosophique qu'on voit partout, là, écartolé, le moment présent. Ben, les animaux, ils sont tous dans le moment présent. Ils sont, où c'est qu'il y a la nourriture? Ta vache, elle se demande où c'est qu'il y a à brouter. Elle n'est pas dans... Peut-être qu'en tant que vache, un jour, je vais mal terminer. J'ai déjà vu disparaître Georgette et Françoise. Je me demande s'il n'aurait pas arrivé des malheurs. Ça serait si les vaches avaient un cerveau de type humain. Il y a une projection, l'imagination, la peur, la création d'angoisse. La vache, elle est juste en train de dire, tiens, il y a de l'herbe à côté. Je vais peut-être me déplacer un peu. Ah ouais, tiens, je vais là aussi. Ah tiens, il y a Gisèle qui est là, je vais lui dire bonjour. Et quelque part, ça pourrait être une forme de bonheur. Si ce n'est qu'il rate une chose, c'est l'imagination et la projection. Et c'est pour ça que mon métier étant d'imaginer le futur et d'inviter les gens qui viennent au spectacle à imaginer d'autres univers que leur univers habituel, j'ai l'impression que je suis légitime et qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens comme moi qui fassent ce travail. Alors, on nous appelle parfois auteurs de science-fiction, comme si c'était un délire, alors qu'en fait, non, c'est plutôt d'anticipation ou une proposition de regarder plus loin. Voilà. Je vois ça un peu comme un métier de vigie. Que dans le bateau, il y en a un qui monte très haut et qui regarde au loin. Il est censé annoncer s'il y a des baleines, s'il y a la terre.
des dangers pour le bateau ou des bonnes nouvelles. Et la vigie, en fait, il est souvent seul, il est distant du reste du groupe et il a une vision avec perspective sur tout l'horizon. Ça m'a l'air la fonction de l'écrivain d'anticipation et ça m'a l'air aussi nécessaire pour une société d'avoir des gens qui font ça. Parce que le contraire, c'est que des gens qui parlent du présent ou de leur passé. Ce qui est l'essentiel de la littérature française, c'est-à-dire des gens qui vous parlent de la politique actuelle ou qui vont vous raconter avec qui ils ont couché ou quand ils ont fait leur dépression ou leur problème d'alcoolisme. Ça n'est pas la vision au-dessus, c'est juste la vision minimaliste au ras du sol du bateau, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de monter sur scène pour créer Vie ? Alors, à l'origine, il y avait un spectacle qui s'appelait La Veillée avec Patrick Beau, qui proposait aux gens, enfin c'est une des premières émissions, un premier spectacle, qui proposait aux gens de monter sur scène pour raconter une histoire. Et donc, moi, vu qu'on était amis, il m'a dit, ça te dirait de faire ça, est-ce que tu as une histoire ? J'ai dit oui, si tu veux. Et en fait, j'en avais 2, et puis je suis monté sur scène et j'ai raconté comment, alors que j'avais 14 ans, il y a un type en Corse de nuit qui m'a pris pour un autre parce qu'il voyait pas bien, et qui m'a mis un revolver et qui m'a dit, je vais te tuer. Et quand j'ai raconté ça, j'ai vu que tout le monde était comme ça. Ils se demandaient, c'est vrai, c'est pas vrai. Et puis au fur et à mesure que je voyais des détails, ils voyaient bien que c'était vrai. Et j'expliquais justement dans cette histoire que à partir de là, je me suis dit, j'ai 14 ans, j'ai rien fait de ma vie, et un énorme sentiment de zut, c'est du gaspillage. C'est-à-dire, j'avais rien contre le type, qui lui-même était blessé, il y avait des raisons d'être en colère, je le comprends, mais celui dans le noir, il m'a pris pour un autre, pur hasard. Et j'ai raconté cette histoire et j'ai vu que les gens étaient vraiment, je les tenais en haleine, comme ce que je rêve de faire dans les romans, c'est-à-dire qu'ils ont envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Et là, j'avais ça. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je reproduise ça. Donc là, j'ai proposé cette fameuse fois à un ami qui avait un théâtre qui m'a dit viens. Donc j'ai raconté plusieurs histoires comme celle-ci. Et après, j'ai rajouté des instants de méditation guidée parce que ça m'amusait. J'avais écrit un livre dans le passé qui s'appelait Le Livre du Voyage. Le Livre du Voyage était en entier un livre de méditation guidée. Ça commence tu te détends, tu regardes. D'ailleurs, je t'ai menti. J'ai lu le Livre du Voyage hier. Là, c'est le plus court. Hein. Oui, bah en fait, vu qu'on se voyait aujourd'hui, j'avais peu de temps. Il y a une particularité, le Livre du Voyage, c'est que c'est des amis qui me disaient tu devrais faire une psychanalyse. Et je me suis dit, vu que j'avais fait, en tant que journaliste scientifique, des interviews de psychanalyse, je me suis dit, quand tu fais une psychanalyse, tu arrives avec tes névroses, tu repars avec les névroses du psychanalyste. J'en étais persuadé. Je me suis dit, je vais inventer le psychanalyste idéal. Et en une journée, de 8h du matin à 8h du soir, j'écris ce livre d'un trait. Et donc, quand j'ai dû faire la promotion, donc ça c'était en 93, hein, donc c'est très ancien. Et quand j'ai dû faire la promotion, j'aurais dit, plutôt que de vous parler du livre de manière théorique, le mieux, je vais vous proposer de fermer les yeux et je vais vous raconter un passage du livre. Alors, fermez les yeux, respirez, imaginez une île, vous vous sentez bien, visualisez une cabane, dans laquelle vous allez dans cette cabane. Et ils ont adoré. Et donc, je me suis dit, ok, mon spectacle, je vais raconter des trucs perso, des histoires fantastiques perso, auxquelles je vais rajouter une méditation guidée. Et progressivement, la méditation guidée, j'ai vu que ça les amusait de plus en plus. Je me suis dit, je vais faire qu'une méditation guidée. Puis après, le spectacle était formé de 2 méditations, puis 3, puis 4, puis 5 à un moment. 5 petites histoires que je mettais chez les gens. Après, je leur demandais comment ils l'avaient ressenti. Et ça amusait vraiment beaucoup les gens. C'est empirique. C'est-à-dire, je teste les choses et je regarde ce qui leur plaît. Après, le spectacle a continué d'évoluer. Un jour, il y a Mathias Malzieu qui m'a dit « Moi, je te verrais bien avec une harpiste ». Et il m'a présenté Francoeur. Je me suis dit « Mais c'est encore mieux quand je guide les gens qui jouent de la harpe ». Et elle avait une voix superbe. Une voix incroyable. J'ai vu des extraits, c'est... Et après, j'ai rajouté des éléments, comme j'ai fait chanter la salle. Puis, il y a des moments où je leur fais faire de la gymnastique. Je les fais se lever. Enfin, la salle est très, très interactive. Il n'est pas possible de venir au spectacle et de dormir. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de le rendre de plus en plus interactif, parce que je me suis dit, imaginons quelqu'un qui a une journée vraiment fatigante, et dès le moment où je vais proposer de fermer les yeux, ils vont partir en sommeil. Donc, il faut que je les maintienne dans un petit entre-deux. Et l'idée du coup du spectacle, c'est vraiment d'aller explorer son intériorité. Ouais. À un moment, je dis,
si vous faites revenir un souvenir d'enfance, vous étiez heureux, vous allez économiser 25 ans de psychanalyse et 50 000 euros. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose d'aussi simple, que vous rappelez des instants heureux, plutôt que de se rappeler des instants malheureux, vous vous connectez à quelque chose de beau et de positif. Ce que j'aime pas dans la psychanalyse, c'est que ça vous dit, bon, vous allez me raconter les instants malheureux, vos traumatismes d'enfance, et on va en parler. Moi, j'ai envie de dire, on va parler des moments heureux, et on va surtout pas parler des traumatismes d'enfance, parce que ça fait partie de votre passé, vous pourrez pas le changer. Après que vous allez trouver la culpabilité à d'autres personnes, ça va pas vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, c'est de plus y penser, et vous reconnecter à tous les gens pour lesquels vous avez de la gratitude, vos parents, vos amis, les gens qui vous ont fait du bien quand vous étiez petit. Et puis ne pensez plus à ceux qui vous ont fait du mal, tout simplement pour pas vous rendre malheureux. Pas par oubli ou par gentillesse, juste pour vous, parce que vous allez être mieux en vous connectant dans la lumière qu'à l'ombre. Ça fait 4 ans que je vois ma psy, et cet été, j'ai eu ce déclic de... En fait, c'est bon, je connais tous mes schémas, je sais exactement ce qui s'est passé, dans quel ordre. Et d'ailleurs, rien de dramatique. Mais c'est vrai que quand on voit une psy, faut aller voir qu'est-ce que le divorce de mes parents a pu m'apporter, en tout cas a été négatif, etc. Et je crois que maintenant, je connais mon schéma personnel par cœur. Et cet été, j'ai dit stop, en fait, qui je veux devenir, qui je suis. En fait, j'ai vécu des moments incroyables dans mon passé. C'est le divorce de mes parents qui a fait que j'ai fait de la musique pendant des années. Où j'ai chanté à l'Olympia, d'ailleurs, à 22 ans. Donc on aura foulé la même scène. Moi, j'y suis pas encore, mais toi, tu as déjà cette expérience. Bravo. Moi, je suis pas sûr que ça va bien se passer. Hein. Pour l'instant, j'ai la pétoche. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, parce que c'est pas la première fois que tu montes sur scène. Ah oui, là, ça fait la 100e fois que... enfin, un peu plus, ça fait 120 fois que je fais le spectacle. Ce qui me fait peur, c'est les imprévus. Une fois, le micro marchait pas. Une fois, le projecteur s'est éteint en plein milieu du spectacle. Parce qu'il y a beaucoup de trucs visuels. En fait, c'est pas juste un type qui parle et une fille qui joue de la musique. Il se passe plein de trucs, c'est très interactif, les gens se lèvent. Après, on finit tous par danser tout nus, et puis il y a une grande... Non. Orgie. Non, ça, c'est la version de l'année prochaine. Pour l'instant, on fait la version soft. Et donc, ta question, c'était... Qu'est-ce qui me fait peur ? Oui. Alors, qu'est-ce qui me fait peur ? Au moment où, comme je fais le spectacle, il faut que je sente toute la salle. C'est-à-dire, je ne suis pas avec des projecteurs aveuglés par les projecteurs et personne dans la salle comme une sorte d'entité qui respire. Là, les spectateurs sont allumés et je les regarde tous un par un. J'aime les regarder tous un par un pour savoir qui ils sont. Je les questionne, ils répondent. Après, je prends le micro, je vais dans la salle, je demande à ceux qui en ont envie de me raconter qu'est-ce qu'ils ont vu durant la visualisation. Et ce qui me fait peur, c'est déjà, je sais pas sur qui je vais tomber au moment où je tends le micro. Des fois, je tombe sur des gens qui me racontent des trucs super. Des fois, ça marche moins bien. Des fois, je sens des gens où ça sonne faux. Tout le monde n'est pas bon, et ils sont filmés, c'est reproduit en grand écran aussi derrière moi. Et puis il peut se passer, plus il y a de gens, plus il y a de risques qu'il y ait un petit problème. En dehors des problèmes techniques, et il y a toujours un petit problème technique, il peut y avoir des problèmes psychologiques. Est-ce que moi-même je vais bien permettre à la personne de s'exprimer? Est-ce que je vais être à l'écoute? Puis voilà, après les impondérables. Mais c'est aussi pour ça que c'est excitant. C'est excitant parce que c'est une aventure et c'est ma limite. C'est la loi de Peters, on cherche tous notre plafond. Donc là, c'est un endroit où je suis vraiment dans l'inconfort, en train de mettre une énorme énergie pour être sûr que ça marche, et en me disant il suffirait de tellement peu pour que tout bascule. Il faut vraiment que je maintienne tout ça. Mais toi, tu jouais donc quel instrument? J'étais guitariste-chanteur. Avec qui? Tout seul. Ah ouais. L'Olympia, je l'ai fait pour une comédie musicale, en l'occurrence. Mais à côté, j'avais mon truc. Mais ce qui était intéressant, c'est effectivement... Enfin, là, ce que je disais comme idée, c'était juste que le divorce m'a apporté finalement que je fasse de la musique, parce que j'aurais pas été autant dans la musique s'il n'y avait pas eu le divorce. Donc, quelque part, c'est un cadeau. Mais tu as fait un travail... Enfin, ce qui m'a l'air... ce qui veut dire que tu as déjà un niveau de spiritualité, c'est-à-dire il y a un moment, tu as compris que tu peux imaginer que ce qui te semblait mauvais avant était peut-être indispensable à ton évolution. Mais imaginons une vie dans laquelle il n'y a pas d'épreuve. C'est-à-dire une vie, tu arrives, tu as des parents formidables qui t'aiment, qui en plus sont riches et te permettent de bénéficier de tout le confort dans ta jeunesse. Tu reçois de l'amour, de l'affection, tu t'entends qu'avec des gens bien, tu as tout de suite le métier qui te semble le bon.
bon, il y a un moment, tu vas pas vraiment te surpasser. Par contre, les épreuves vont t'obliger à mieux te connaître, à t'intéresser aux autres, y compris si c'est tes ennemis, à vérifier ta capacité de courage et d'opiniâtreté. Et au final, si tu arrives à réussir malgré l'adversité, tu n'auras que plus de mérite. Tu sais, la base même d'un roman, c'est un personnage lutte contre l'adversité. Et plus il y a d'adversité, plus on l'aime et plus on s'intéresse à lui. La base étant Monte Cristo, c'est-à-dire la personne qui est innocente, qui paye pour la malveillance de gens jaloux et qui revient pour se venger. Ça, c'est la structure de base du bon roman. Mais si votre personnage, imaginons que j'écris un roman dans lequel le héros va très bien, et tout ce qu'il veut, il l'a, et puis qu'il est heureux en amour, il est heureux dans le boulot, et puis finalement il arrive à 100 ans et à mourir tranquillement dans son lit, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Imaginons que notre Dieu qu'il y ait un Dieu et qu'il soit voyeur. Nous devons faire le film. Et pour faire le film, il lui faut plein de personnages intéressants. Et les personnages sont tant plus intéressants que, comme toi, ils ont vécu le divorce de leurs parents, ils sont surpassés, ils sont montés sur scène, ils sont devenus musiciens, ils font des émissions. Tu te bouges le cul et du coup, tu deviens intéressant. Si jamais tu restais à attendre que ça tombe tout cuit ou à rester, par exemple, quelqu'un qui est riche, qui est rentier, qui reste toute la journée chez lui à regarder des séries et à fumer des joints, ça existe, hein. Mais c'est pas intéressant à regarder comme spectacle. On se dit juste, bon, ben, il faudrait peut-être qu'il se reprenne, qu'il fasse quelque chose de sa vie, quoi. Je sais pas, je vais un peu loin là. Non, mais je pensais à ça. Je suis désolé, mais enfin, parce que en fait, si tu foirais l'Olympia, ce serait peut-être un superbe cadeau. Non, mais je te le souhaite pas et ça va très bien se passer. Je vais te dire, au moment où je monte sur scène, je me dis chaque fois, je sens que ça va foirer. Alors, je te rassure. Et les gens qui me disent, je sens que ça va bien se passer, je leur dis, non, pas du tout. Je sens que ça va se foirer. Alors, je vais te dire, une fois, j'étais à l'Union, près de Toulouse, il y avait une salle de 1000 personnes. 1000 personnes, ça commence déjà à être... D'habitude, je fais des salles entre... Au début, je faisais la Gaîté Montparnasse, c'était 500. Et après, quand je vais en province, c'est plutôt 800. Donc là, 1000, la première fois que j'avais 1000, ça fait une belle foule. J'arrive, et puis je commence à parler, pouf, le micro tombe en panne, en rade. Alors j'ai dit, ah bon, j'espère que quelqu'un de la régie va m'amener un micro. Et je fais, tiens, ben, juste en attendant qu'on m'amène un micro, voyons avec ma voix pure, sans micro, jusqu'où je peux porter. Et en gros, c'était les 10 premiers rangs, et il devait y avoir, ça allait très très loin, ça devait faire 100 rangs, quoi. Donc j'ai 10% de la salle. Et je commence à discuter, je me demande si les Beatles aussi ont connu des instants de solitude où le micro marche pas, et malgré tout... Et les gens derrière devaient se dire, bah, il fait blablabla, bon. Et j'attends, je regarde ma montre, 20 minutes sur scène avant que le micro arrive. Et en fait, j'ai appris après qu'ils sont allés acheter un micro parce que c'était dans une salle municipale immense qu'ils n'avaient jamais utilisée pour les spectacles. Wow. Du coup, ils n'avaient pas de micro de rechange. Ouais. Et vu qu'ils n'avaient pas de micro de rechange, ils sont allés à 21h acheter un micro. Ils ont fait rouvrir un magasin qui faisait du matériel pour les spectacles pour acheter le micro et pour revenir. Et en plus, donc l'Union, c'est dans la banlieue de Toulouse. Ils ont dû prendre une voiture. Donc les 20 minutes, c'est 20 minutes où le type allait vite. Mais 20 minutes, moi, tout seul sur scène, n'ayant rien préparé, avec aucune capacité à être entendu, ça fait partie des impondérables. Ouais. Est-ce que c'est pas important, justement, là, t'as mis le point, quelque part, même si évidemment tu prends des risques quand tu sors un livre, mais maintenant ça fait des années que tu sors des livres, t'es quand même bien établi dans le monde, j'allais dire dans le monde français. Attends, je voudrais rajouter aussi une petite chose. Dans le prochain roman, j'ai mis une phrase, donc pas celui qui sort, le suivant, c'est... celui qui sort le suivant, t'as combien de romans le prêt? Ah ouais, non, j'en ai... Bah, là, j'ai écrit le suivant, vu que celui-là, il est déjà écrit depuis, depuis mai, il est terminé en mai. J'ai mis en exergue une phrase que je ne sais pas si je vais garder, mais ce que l'homme n'arrive pas à apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. Cette phrase est de Melchizedek. Elle date de 1700 avant Jésus-Christ, qui était le roi de Salem. Salem qui a donné Jérusalem. Mais à l'époque, la cité n'était pas encore construite. Et je crois que c'est un enseignement important à comprendre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que les épreuves nous obligeaient à
nous surpasser ou à trouver le bon chemin. L'idéal, c'est de trouver le bon chemin sans les épreuves. Et je pense que c'est possible. Donc moi, par rapport à ce que tu me disais, est-ce que l'Olympia, si ça foirait, est-ce que ça serait pas... J'espère y arriver sans que les choses aillent mal. Et pour ça, je considère que rien ne m'est dû et qu'il faut être attentif. La clé du système, le contraire de blasé ou une personne qui considère qu'elle a déjà gagné, c'est une personne attentive. Tu dis dans le livre du voyage, tu n'as pas que 5 sens physiques, vue, odorat, ouïe, goûter, toucher. Tu es doté aussi des 5 sens spirituels, émotion, imagination, intuition, conscience, inspiration. À quel point la spiritualité a une place dans ta vie ? D'abord, j'en vis, parce que tous mes romans parlent de spiritualité. Donc là, ce matin, mon héroïne, justement, elle avait un dialogue avec quelqu'un auquel elle expliquait l'intérêt d'aller voir les vies antérieures. Et donc, je me retrouve à devoir gérer en moi celui qui est matérialiste et celui qui est spirituel. La spiritualité, je vais quand même mettre un petit bémol. J'ai une formation donc, de criminologue, j'ai une formation de journaliste, j'étais journaliste scientifique pendant 7 ans encore, chaque fois c'est un cycle de 7 ans. Et la base, c'est je suis curieux, mais je ne prends pas pour argent comptant s'il n'y a pas d'expérimentation. D'ailleurs, la croyance me semble une fermeture d'esprit, tout comme la non-croyance. C'est-à-dire, si on croit en Dieu, ça veut dire qu'on sait quelque chose alors qu'il n'y a pas de preuve. Et si on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on sait quelque chose alors qu'il n'y a pas de preuve non plus. Donc dans les deux cas, moi ce que j'aime, la position, c'est agnostique. Je ne sais pas, je me renseigne. Je crois qu'un romancier est là pour poser des questions, pas pour apporter des réponses. Chacun va trouver sa propre réponse par rapport à sa propre spiritualité. Et moi, j'ai découvert la spiritualité, je te disais, à 14 ans, il y en a un type qui m'a braqué avec un revolver. Mais à 13 ans, il y en a un autre que j'ai rencontré en colonie de vacances, c'était à Hyères. Il s'appelait Jacques Padovani, il faisait du yoga, Raja Yoga. Il était très calme, il était très serein. Et je me suis dit, ce type a un truc en plus qui me manque. Et j'ai demandé qu'il m'apprenne. Et donc, il m'a appris son yoga, qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on voit dans les clubs. Il m'a appris à respirer, il m'a appris à fixer mon regard, il m'a appris à me lever à 8h ou à 6h du matin pour voir le lever du soleil. Il m'a appris à tenir une posture. Il m'a appris à faire les choses en conscience, à manger en conscience, à fixer mon regard sur un point. Il m'avait mis un tracé, il m'a dit il faut que tu laisses ton regard s'ensiller le plus longtemps possible. Ça ressemblait plus du tout au yoga que j'avais vu avant et que j'ai essayé de retrouver après, mais il va même plus loin. Lui, il se mettait en posture et j'avais vu un moustique qui était posé sur sa paupière et qui le piquait. Il n'a pas bougé, comme si l'esprit n'était plus à l'intérieur du corps, comme si c'était un objet. Et il faisait du voyage astral, de ce qu'il me disait. Donc voyage astral, ça veut dire qu'on sort avec son esprit du corps et qu'on va voyager dans l'espace. Il m'a appris à faire ça. Maintenant, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Sur le coup, il m'a semblé y arriver. Dans le souvenir, je me demande si je ne me suis pas auto-convaincu que je suis arrivé. En tout cas, ça m'a inspiré des romans, ça m'a inspiré aussi le spectacle. Dans le spectacle, je propose aux gens d'utiliser leur esprit pour voyager en dehors de leur corps. C'est une chose que tu as pu dire, justement, c'est sur la puissance du cerveau. T'avais expliqué qu'on pouvait s'inventer justement des souvenirs. Et quand tu dis, est-ce que j'y suis arrivé, je pense que j'y suis arrivé, en fait, c'est pareil, comment le cerveau, quelque part, il peut nous amener sur des chemins, mais est-ce que ce chemin est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on se l'invente ? Je trouve que c'est, pour ma part, je trouve compliqué des fois de savoir le vrai du faux. Il m'est arrivé, quand j'avais 20 ans, en arrivant sur Paris, des trucs qui sont, que je dirais, paranormales, dans le premier appartement où j'habitais à Paris. Donc toi, la spiritualité, ça te parle ? Moi, ça me parle. Pour moi, ce qui m'est arrivé, c'est la vérité. Mais c'était il y a 20 ans. Je me dis, mais est-ce que, quelque part, je déforme pas l'histoire en la racontant aujourd'hui ? Enfin, est-ce que mes histoires du passé, tu vois ce que je veux dire ? Mais déjà prendre conscience que peut-être, justement, on se trompe et qu'on s'est auto-convaincu d'une réalité qui était fausse, c'est déjà un premier pas vers la modestie et vers l'ouverture. Le contraire, c'est des gens qui sont persuadés que c'est comme ça, que les autres sont comportés comme ça, qui sont les victimes, que les autres sont les bourreaux, et qui ne bougent pas de cette position. C'est ça qui les rend malheureux. Mais dès le moment où on se dit « Ok,
on peut voir la situation sous cet angle, mais si on bouge la caméra, on voit autre chose. Et si on questionne en plus l'autre personne, on va voir encore autre chose. Et ça, c'est le début de la tolérance. C'est-à-dire la capacité à se dire qu'on a un point de vue subjectif, mais qui n'est pas forcément le vrai. Il y a une phrase que j'ai vue, c'est « il y a ta réalité, il y a ma réalité, il y a la réalité ». Personne ne peut être sûr même de ses souvenirs. Tu vois, l'histoire que j'ai eue avec Jacques Padovani donc hier, c'est marrant parce qu'hier ça sonne comme hier, j'ai l'impression que à force de me la raconter, j'ai dû changer des choses. Tu vois, cette histoire du moustique sur la paupière, l'histoire du voyage astral, ça se peut qu'à force d'y repenser, j'ai rajouté des détails et que je m'en suis auto-convaincu. Mais le grand avantage, c'est que d'être romancier, c'est que c'est plus important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux en faire pour faire mes romans. Et dans mes romans, je parle de gens qui font du voyage astral, je parle de gens qui ont un moustique qui se pose sur la paupière et qui ne bouge pas, je parle de gens... tiens, par exemple, Jacques Padovani, ce qu'il arrivait à faire, c'est ralentir tellement son cœur qu'il devenait imperceptible. Et il ralentissait son cœur, il allait dans la piscine, il descendait, il vidait ses poumons, donc il restait au fond de la piscine, et là il restait longtemps. Il me disait, le secret, c'est que vu que mon cœur bat très lentement, je ne consomme pas d'oxygène, et donc j'ai une sorte d'apnée à un niveau extraordinaire. Mais ça, on n'apprend pas à faire ça dans les cours de yoga classiques. T'as proposé déjà des méditations, notamment une sur Métamorphose avec Anne Guéquer, sur les vies antérieures. Et je l'ai testé par curiosité, par envie aussi, parce que c'est vrai que j'ai une part de spiritualité, mais je suis à la fois très ancré dans une forme de réalité dans la pierre, etc. Comme j'adore l'encens, pas forcément, mais la sauge, me tirer les cartes, j'aime bien la voyance, encore une fois, c'est vrai, c'est faux, je sais pas, mais c'est des milieux qui m'attirent quelque part. Tout en toujours remettant en doute, et ce que tu as dit là, je trouve hyper intéressant, c'est que au final, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais j'expérimente ce dont j'ai envie, et j'essaye de ne pas être aliéné, d'être emprisonné dans des dogmes qui ne me serviraient pas ou qui me plongeraient plus que m'élèveraient. Tout comme, plutôt que de voir mes traumas du passé, en fait, quel est le Nico du futur avant tout, c'est peut-être ça le plus important. Mais donc, en testant l'une des méditations antérieures, j'ai repensé à une belle histoire d'amour. Alors, l'histoire d'amour, je ne sais pas où elle est. Tu as repensé ou tu as revécu? Non, j'ai... en fait, ma question, c'est est-ce que ça a marché? En fait, je me suis retrouvé Jacques Josselin. Donc ça a marché. Ah oui, ça a marché. Chapeau melon, cuir, un homme plutôt avec une barbe blanche dans les rues parisiennes anciennes. Je le voyais parler avec des gens et il s'appelait Jacques Josselin. En regardant sur Google, alors j'ai pas vu un vieil homme, mais j'ai vu en tout cas un musicien qui s'appelle Jacques Josselin. Tu es allé loin, dis donc. Parce que là, ce que tu me racontes, c'est plutôt une régression extrêmement réussie. Déjà, trouver le nom et le prénom. Souvent, les gens n'ont que le prénom. Ensuite, que tu aies retrouvé sur Internet quelqu'un qui s'appelait comme ça. Ouais. Je crois que depuis que je fais ce spectacle, ça m'est arrivé que 5 fois. Ah bon? Non, qu'on trouve le nom et le prénom et qu'on puisse vérifier, que la personne ne connaisse pas ce personnage, et qu'on puisse vérifier qu'il a existé, ça m'est arrivé 5 fois. Avec des autres. Je le connais pas. Non, puis c'est les années 1800. Alors attends, et alors il a existé, est-ce qu'il ressemblait au bonhomme que tu avais vu? Il était jeune sur les photos. J'ai pas été creusé parce que je l'ai pas vu vieux, mais il a vécu vieux parce qu'en voyant les dates de naissance, il est pas mort à 30 ans en tout cas. Donc j'ai pas vu ces photos vieux, mais je suis resté sur tiens, il y a un musicien, Jacques Josselin, dans les années 1800, en France. C'est génial, bravo. Et j'ai trouvé ça très étonnant, mais en fait, comme je te dis, j'ai un côté entre guillemets perché et spirituel. Je vais essayer, je vais tenter, je vais avoir des résultats très souvent, et je vais toujours me dire non, mais c'est ta tête, c'est ton imagination. Alors, j'explique bien ça dans le spectacle. C'est qu'on a un cerveau gauche et un cerveau droit. Le cerveau gauche veut tout expliquer. Et le cerveau droit n'a rien à foutre, il veut tout expérimenter. Donc, durant le spectacle, je sollicite le cerveau droit, donc le poète, le littéraire, celui qui aime les jeux d'histoire et l'émerveillement.
Et je demande au cerveau gauche, celui qui veut les explications, tout ça, qui se demande c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qu'il y a comme preuve et tout, de la mettre en sourdine. Un peu quand on dort. Quand on dort, notre cerveau gauche laisse le film arriver. Il n'est pas en train de dire « Oh, ça me plaît pas. Oh, ça va, ça va pas. » Donc, retrouver cet état de non-volonté, non-contrôle pour laisser les choses venir. Mais là, toi, ce que tu as vécu, c'est très chouette. Surtout avec donc la proposition chez Anne Guéquière, quand j'avais fait ma méditation guidée. C'est marrant parce qu'il y a d'autres gens qui m'en ont parlé, mais personne n'a retrouvé le nom. Enfin, personne n'est arrivé de l'extérieur et a retrouvé le nom et a retrouvé qui était le personnage. Quelques fois, je t'ai dit, c'est arrivé 5 fois, c'était moi qui faisais la guidance et les gens réagissaient en direct et ils me disaient, voilà, je suis arrivé à ça. Je me rappelle notamment, il y a Valérie Perrin, elle a dit, j'étais une femme habillée en jaune, avec des vêtements avec de la dentelle, et je sais que j'étais en Suisse, j'étais à Vevey, je voyais le lac Léman, et je m'appelais Louise de Varens, et j'attends Jean-Jacques Rousseau, et il m'appelle maman. Elle dit ça. Et après le truc, quand elle est vérifiée, Louise de Varens existe réellement, Louise de Varens, ouais. Et elle était la maîtresse de Jean-Jacques Rousseau, et elle a écrit elle-même des livres, elle était écrivaine aussi. Et tomber sur quelqu'un qui a écrit un livre, c'est quand même une super chance. Mais elle n'avait jamais entendu parler de Louise de Varens. Je ne pense pas que tu aies entendu parler de Louise de Varens comme tu n'as pas entendu parler de ton musicien. Et ça, c'est vraiment amusant et c'est troublant. Dans la semaine de silence, quand j'arrive au vide absolu et que je laisse mon cerveau partir, les méditations du matin, c'est une puissance incroyable. J'ai comme un canal qui s'ouvre, j'ai les idées pour mon podcast, tout arrivait. J'avais la visualisation d'un bulldozer qui devait tout démolir pour refaire les couleurs du podcast, pour remanier le podcast. Mais ça, j'y avais même pas pensé en fait. C'est tout d'un coup, ça me vient, ça tombe, quoi, en fait. Ce qui est bien, c'est que ce que tu racontes de ton expérience, c'est qu'il n'y a pas de rituel. Tu as inventé ton propre rituel. Et en fait, toute ta trouvaille, c'est te déconnecter du monde et te reconnecter à la nature. Et moi, ce que je dis souvent, le meilleur enseignement, le meilleur sage, c'est la nature elle-même. Mais il faut encore l'observer, il faut l'écouter. Il ne faut pas se sentir en position de supériorité. L'arbre, c'est pas parce qu'on a la possibilité avec une hache de le couper qu'il est inférieur à nous. L'arbre, c'est une forme de vie et une vibration. Après que nous, on se connecte, tu dis que tu as embrassé l'arbre, mais qu'on se connecte pas, c'est un choix. Ouais. Mais tu as découvert, je crois, la base même de toute spiritualité, c'est n'attends pas qu'il y ait un prêtre, un sage ou quelqu'un qui vienne te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Trouve ton propre chemin par toi-même. Et c'est d'ailleurs en ça que je fais peut-être la différenciation entre la spiritualité et la religion. La religion, il faut répéter la même prière avec un type qui a un costume spécial et dans un lieu qui est décidé comme un temple. Et donc ça, c'est une prise de pouvoir. Et la spiritualité, c'est quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu t'es jamais demandé qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi tu es né, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi le monde est comme ça et où il va. Ça, c'est la spiritualité, c'est du questionnement. Et la spiritualité est individuelle et la religion est collective. La spiritualité est différente pour chaque être et la religion est censée être pareille pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il me semble que c'est le niveau au-dessus. Et je crois que l'expérience du VIE, du spectacle, profite surtout à ceux qui ont déjà commencé le chemin. C'est-à-dire ceux qui sont posés des questions, ils arrivent et ils vont se les poser encore mieux. Ils vont pas avoir les réponses, ou alors ils vont avoir comme toi un nom qui va sortir pour les plus heureux. Mais ça me fait plaisir de savoir que juste avec le podcast, tu arrives à obtenir ce résultat. Parce que là, tu fais partie des rares élus qui sont arrivés à trouver le nom et le prénom de leur ancienne incarnation. C'était en France ? Oui, c'était en France. Ah oui. Est-ce que tu avais la ville ? Pour moi, c'est Paris. Est-ce que tu avais... c'était jour ou nuit ? Fin de journée. Dedans, dehors ? À l'extérieur. Seul, avec d'autres gens ? Il y avait des gens et les maisons étaient avec du bois. Enfin, tu sais, à colombage. Vraiment, ça paraissait assez ancien, quoi. On était dans l'ancien. Et ça a duré combien de temps ? Le temps que je fais, moi, la guidance. Ouais, parce qu'après, je suis parti en Asie.
À un moment donné, j'ai été déconnecté de Paris et de ce fameux Jacques Josselin, et je me suis retrouvé entouré de samouraïs. Alors Japon ou Chine, je pourrais pas dire, mais l'un des deux. C'est-à-dire dans la même guidance, tu as fait un saut pour te retrouver dans une autre vie simultanément. Il y a encore une troisième ou il y a non, que ça. Mais ça a été d'un coup, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là en Chine entouré de samouraïs? Je comprenais pas, et je suis revenu, ce qui pour moi est Paris, avec le fameux Jacques Josselin. C'est la première fois qu'il y a une personne qui fait 2 sauts. C'est comme si tu allais basculer d'un rêve à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que tu aies retrouvé le nom et que tu découvres que cette personne réellement existait. Ça, c'est chouette. Bravo. J'étais en Colombie là, au mois de mai, et j'ai fait une semaine de retraite de silence et méditation et yoga. Et lors des méditations, qui étaient des méditations par un maître spirituel, plutôt dans tout ce qui est bouddhisme, donc vraiment tu ressens rien, tu restes dans l'instant présent, etc. Moi, je me souviens de lui poser une question, mais la question, elle paraissait tellement naïve, mais je ne savais pas quoi lui dire d'autre. C'était, mais en fait, moi, la méditation, j'ai des visions tout le temps. Mais des visions qui n'ont rien à voir. À un moment donné, ça avait fait rire tout le monde. Je disais, mais dans ma tête, j'étais en train de découper la tête d'un humoriste français avec un couteau. Et je lui dis, mais pourquoi? Et il me répond... Quel humoriste? Tu n'es pas obligé de répondre. Si je peux dire Tristan Lopin, mais que je veux interviewer dans le podcast en plus. Je suis désolé, Tristan. Mais ça paraissait complètement loufoque et surréaliste, et tout le monde a rigolé, et du coup la personne qui était là a dit t'as juste trop d'imagination. Et j'étais là, super, merci pour l'info, mais en fait c'est tout le temps. Non, on n'a jamais trop d'imagination. Après, est-ce que tu la canalises ou pas? Tu vois, c'est tout. C'est-à-dire, c'est comme si tu en disais, il y a trop de torrents qui tombent dans la rivière. Non. Après, est-ce que tu le canalises pour transformer ça en électricité, en vivre, ou faire des tableaux, ou faire de la musique? Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Imagine l'artiste qui se retrouve face à la page blanche ou la toile blanche ou devant son clavier, et qui n'a pas d'imagination, donc qui fait que reproduire des choses qu'il connaît déjà, ça et en conscience. Et ça c'est douloureux. Moi, je sais, quand les gens me parlent de l'angoisse de la page blanche, je leur dis, mais faites un autre métier. Si vous avez l'angoisse de la page blanche, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour ça. Ouais. Je pense qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui a trop d'imagination, pour reprendre ton expression, et mon problème, c'est sélectionner les bonnes idées, parce que j'en ai trop. Et que j'ai envie, ça part dans tous les sens, donc canaliser. D'où l'intérêt du flow, on revient au sujet. Le flow, ça nous arrive, mais il faut le contrôler. Et c'est à ce moment-là que, malgré tout, l'intellect ou le cerveau gauche a un travail à faire, c'est canaliser pour que ça puisse être offrable aux autres. Si jamais on fait que partir dans tous les sens, ça devient la création chaotique, et là, c'est pas assimilable. Mais si on l'intègre dans une histoire avec un début, un milieu, une fin, des héros, une intrigue, une histoire d'amour, suspense, à ce moment-là, l'excès d'imagination devient juste un atout, une richesse, un avantage. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Le plus grand, l'écriture et la montée sur scène. La montée sur scène, c'est vraiment l'endroit où j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc justement, ça veut dire que c'est haut. Et pour l'instant, peut-être le plus grand, ça va être l'Olympia, puisque ça va être 2200 personnes. Et j'ai jamais fait. Et que je vais avoir pendant 2 heures la peur qu'il y ait quelque chose qui crée un problème, ou de ne pas être à la hauteur, et que ça va m'animer. Et en général, après, j'ai ça avant, puis une fois que c'est lancé, je suis connecté au groupe. C'est comme si j'étais... comme du chamanisme. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais en train de faire une séance de transe. Ça n'a pas marché sur tout le monde, mais sur lequel ça marche vraiment bien. Et alors, ce que j'ai fait de plus grand, alors dans les choses les plus qui m'ont fait le plus peur,
J'ai sauté en parachute au-dessus de la pyramide de Khéops il y a 2 ans, avec le champion du monde Greg Crozier et Karine Joly. J'ai vu ça sur Instagram, c'est impressionnant parce que c'est vraiment l'avion qui s'ouvre comme les avions militaires. Oui. Et ce saut qui se ouvre par l'arrière, en fait. Voilà. Comme, waouh, c'était impressionnant. Ben surtout, je me suis dit, tant qu'on prend des risques et tant qu'on est à la recherche de sa limite d'incompétence, on est vivant et on est jeune. Dès le moment où on a l'impression qu'on sait tout, dès le moment où on est juste dans la recherche de confort, ben, autant prendre sa retraite, quoi. Ou dès le moment où on croit qu'on a compris une méthode qui marche. Tu vois, par exemple, à chaque roman, je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas y arriver. Ça fait 34 romans où je me dis, jusque dans le passé, j'ai réussi, mais là, j'y arrive plus. Et ça fait partie du processus, comme le trac avant de monter sur scène, comme la peur avant de sauter en parachute. Et c'est pas parce que c'est dangereux ou c'est compliqué qu'il faut renoncer. C'est parce que c'est là où on va découvrir sa mesure. En fait, le but d'une vie, c'est de comprendre qui on est. Après, il y a plusieurs méthodes, mais l'une des manières de savoir qui on est, c'est de trouver sa limite. C'est le plafond de verre. Donc je sais en tout cas, je peux sauter en parachute, je peux monter sur scène. Le maximum que j'ai fait pour l'instant, c'est 1200 personnes au théâtre Sébastopol à Lille. Et donc pour moi, 2000 à l'Olympia à Paris, c'est vraiment le challenge. Non, je trouve que c'est très inspirant tout ce que tu dis parce que tu montres bien. En fait, justement, j'apprends à te connaître depuis. En gros, là, pendant cette interview, et puis du coup, en la préparant, forcément, j'ai été plus loin que l'image du Mitro, en tout cas, et l'image de l'écrivain que j'avais en tête. Et j'ai vu à quel point tu essayes plein de choses, en fait. Tu as quand même eu plusieurs vies, tu tentes, t'expérimentes, et il y a 2 ans, tu sautes en parachute, là, tu as créé ton spectacle, tu fais l'Olympia, tu as des projets cinéma, tu aussi même... Dans toute ta créativité, ce n'est pas que écrire, tu fais justement, le livre du voyage est différent des romans que tu peux écrire, qui est différent des BD. Et quelque part, tu suis tes envies et ça, je trouve que c'est très inspirant parce que ça montre qu'il n'y a pas vraiment de limite et qu'on peut s'écouter. Et en fait, quand tu dis j'ai toujours été spirituel, en fait, je l'utilise dans mes romans, tu utilises à la fois le côté scientifique que la spiritualité. Et en fait, tout ça, tu le mets comme dans une grosse marmite. Et qui suis-je ? En fait... Bernard Werber, c'est ça en fait, c'est cette grosse marmite. Je t'entends, mais je pense que je préfère le bilan que les 5 secondes avant de mourir. Je me dirais, bon, ok, j'ai fait ça, donc je suis probablement ça. Mais il y a une phrase que j'ai mis dans le prochain roman qui s'appelle La valse des âmes. Ouais. C'est au moment où les gens meurent, il leur est posé 3 questions. Et ces 3 questions, c'est qu'as-tu fait de tes talents ? La deuxième, c'est qui as-tu aimé ? Et la troisième, c'est qu'as-tu appris ? Voilà. Et en l'écrivant, je me suis auto-convaincu que s'il y a quelque chose après la mort, et s'il y a un jugement dernier, ces 3 questions vont être probablement posées. Qu'as-tu fait de tes talents ? Qui as-tu aimé ? Qu'as-tu appris ? Et c'est une manière de faire le point. Il y a peut-être des vies où on n'a pas aimé, il y a peut-être des vies où on n'a pas appris. Et il y a peut-être des vies où on n'a pas utilisé ses talents. C'est pour ça que je te dis, j'espère que par rapport à tout le potentiel que j'avais déjà dès ma naissance, j'ai vraiment exploité ça. Ça serait dommage, tout à l'heure je te parlais d'une abeille qui fait du miel, ça serait dommage qu'en tant qu'abeille, je ne fasse pas de miel. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, parce que vraiment c'est beau et ça résume bien tout notre épisode. Non, je peux ajouter aussi une autre chose. Mais vas-y, sens-toi libre. Tu me disais, est-ce que je me sens heureux ? Je crois que la clé du bonheur, c'est de trouver sa place. Les gens qui ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et les parents, l'école, l'entreprise ne sont pas des endroits où on vous donne votre place. C'est des endroits où on vous explique comment on va vous utiliser au mieux. Donc, en tant que parents, vos parents, ils vont vous dire, pour nous, le mieux, c'est ça, donc fais ça. Si tu ne le fais pas, tu vas te prendre une fessée ou tu vas être privé de cadeaux à Noël. L'école vous dit, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir une mauvaise note. Et c'est des avis consultatifs. Mais il y a des gens qui, toute leur vie, va être orientée par ça. C'est ça, quand je vous dis, qu'as-tu fait de tes talents, c'est pas les parents, ni l'école ni l'entreprise qui va forcément
avoir ce souci de dire, au fait, c'est quoi tes talents? Donc, il y a un moment, il faut faire ce travail tout seul. Quand tu fais tes talents, ça va te permettre d'aboutir à trouver ta place. Et une fois que tu as trouvé ta place, là, tu peux rayonner, tu peux être utile aux autres. Les autres comprennent comment t'utiliser au mieux. Tu vois, par exemple, tu parles d'imagination. Quelqu'un qui a de l'imagination et qui ne crée pas des œuvres d'imagination, il a un talent qui n'est pas utilisé. Et je crois que beaucoup du mal-être des gens, c'est qu'ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire et ils se retrouvent à un endroit qui n'est pas leur place. Par exemple, on leur a dit, sois comptable dans une entreprise, ils sont comptables, et là, ils voient des papiers en permanence, et ils se disent, moi, mon rêve, ça serait d'être acteur au cinéma. Et là, il y a une dichotomie, ils peuvent devenir méchants et faire chier leurs subalternes, parce qu'ils n'ont pas passé ce cap, ils n'ont pas eu le courage d'utiliser leur talent pour se réaliser. Donc la clé du bonheur, c'est se réaliser, et pour se réaliser, ça demande un effort. Cet effort, ça peut être, et j'en reviens encore au sujet tout à l'heure, ça peut être d'abord d'être opiniâtre, de ne pas renoncer, et deuxièmement, c'est de supporter une traversée du désert. Au moment où Albin Michel m'a dit « Ok, on signe un contrat », j'étais au chômage, parce que j'ai fait 7 ans de Nouvel Observateur, mais j'en étais sorti du Nouvel Observateur, et donc là, j'étais en voie d'effondrement lent. Mais je ne me suis pas arrêté d'écrire. Et je crois que c'est ce genre de circonstances qui est un peu nécessaire à la création de choses intéressantes. C'est-à-dire, il faut opiniâtreté, peut-être du talent, et après, serrer les dents dans les virages. Je ne crois pas qu'il y ait des vies faciles, mais je crois qu'on peut être heureux quand on trouve sa place, qu'on se réalise, et l'univers, pour reprendre aussi le concept du début, l'univers vous conforte en vous disant là tu peux y aller, et là tu ne devrais pas y aller. Et l'un des éléments pour savoir si on est dans le bon chemin, c'est tout simplement le plaisir de se réaliser dans son travail. Moi, quand j'écris, j'ai du plaisir. Et je pense que les auteurs qui souffrent en écrivant vont faire souffrir leurs lecteurs. Et j'espère que moi, parce que je prends du plaisir à écrire, les lecteurs vont prendre du plaisir à lire. Je crois qu'il faut qu'il y ait un plaisir d'émission pour qu'il y ait un plaisir de réception. Et que s'il y a une douleur à l'émission, il va y avoir une douleur à la réception. Voilà. Je trouve que c'est un très 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 beau final parce que en fait avec quelqu'un comme toi, tout le long de l'interview, il y a tellement de fois où j'ai envie de rebondir parce que tu abordes plein de sujets et je suis là, il y a ça, il y a ça, il y a ci, là je pourrais rebondir aussi. Et je me dis mais je ne peux pas rebondir, on va pas faire une émission de 2 heures. Mais au contraire, tu sais que là, comme je te dis, j'ai envie de lire tes livres parce que finalement on m'a, tu sais là, je t'en donnais tout à l'heure. Mon meilleur pote qui s'appelle Simon, il m'a fait un vocal hier et il m'a dit mais il y a celui sur le papillon des étoiles. Voilà, il est génial. Les Thanatonautes. Voilà, qu'il adore aussi. C'est lui qui m'avait parlé le livre du voyage intérieur. Enfin, le livre du voyage. Oui. Le spectacle, c'est voyage intérieur. Mais tu fais le lien entre les deux. On préfère ça, le livre du voyage intérieur. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il m'a parlé de toi. Il m'a donné plein d'envie. Et moi, en préparant cette interview, j'ai eu plein d'envie aussi. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de moi du tout, qui n'ont même pas vu les affiches dans le métro. Et c'est normal. Nous, les écrivains, on est un peu en retrait du monde. Et c'est une place qui me convient. J'aime bien cette idée. Tu vois, je produis un livre tous les ans, pas plus. Et au moment où ça arrive, j'ai eu le temps de le maturer et j'ai eu le temps de me préparer à la sortie. Et je plains les gens qui doivent faire de la production quotidienne artistique. Toi, je crois que tu as une émission quotidienne, tu travailles aussi une émission quotidienne. Avec Faucine, ouais. Faucine Bollard sur France 2, ouais, c'est quotidien. Donc ça veut dire que tous les jours, tu dois être prêt, réactif et tout. Là, quand même, moi, en tant qu'écrivain, je fais 10 pages tous les jours, mais je fais 10 pages cool. Ouais, c'est-à-dire, je prends un petit café, je discute avec les gens, je lis le journal, j'ai pas la pression de quoi, t'as pas fait ton boulot. Mon seul patron, c'est moi-même. Je souhaite ça aussi à tous les gens qui nous écoutent, c'est que vous deveniez indépendants. Ouais. C'est-à-dire, l'indépendance, je crois que c'est la meilleure chose à apprendre à un enfant, c'est être indépendant. Et la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à un être humain, c'est que son bonheur ne dépende pas des choix d'une autre personne. J'avais une cousine reine qui a été un peu ma formatrice et qui m'a dit « Si ton bonheur dépend du choix d'une autre personne, prépare-toi à être malheureux. » Et une fois que j'ai intégré cette phrase, je me suis dit, d'ailleurs si tu m'entends Reine, elle est décédée depuis, je te remercie aussi, mais
je crois que dès le moment où tu as compris qu'il ne faut pas te mettre en situation où tu te dis pourvu qu'il décide de mon augmentation de salaire, pourvu qu'il m'accorde des vacances, pourvu qu'elle me dise oui, dès le moment où tu es dans le pourvu que, t'es déjà fichu. C'est toi qui construis, c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui bâtis ta vie. Et si tu dépends d'une autre personne, déjà, il y a une erreur. Mais on a encore des mentalités d'esclaves. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Zut, si je suis maître de ma vie, ça veut dire que les choix que je vais faire, ça se peut que je me trompe, et alors je vais être responsable des erreurs. » Alors qu'en fait, il faut faire certaines erreurs, bon, faire même beaucoup, mais que ça soit les siennes. Pas qu'on subisse les erreurs des autres. Moi, j'étais en entreprise, donc 7 ans journaliste au Nouvel Obs. Je voyais, il y avait des gens qui, parce qu'ils étaient énervés, prenaient des mauvais choix. Et je me retrouvais, par exemple, j'avais un dossier qui devait passer sur la mort, ce qui m'a inspiré les thanatonautes. Et ma chef, parce qu'elle a reçu un cadeau d'une entreprise de vêtements, il y a tout le dossier qui a sauté. Et donc, ma vie dépendait de ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé pendant 6 mois à aller rencontrer tous les sages de toutes les philosophies, à aller voir les hôpitaux pour voir la near-death experience, d'entendre tous les témoignages. L'article devait passer et 3 jours avant, hop, tout saute parce qu'il faut faire des... Et là, j'ai compris. Le problème, c'est que j'étais dans une situation où je dépends d'une chef, en plus d'une chef, en l'occurrence, corruptible. Et moi, je me retrouve avec mon dossier qui vient de sauter. Alors, ça devait faire la une du journal. Ouais. Et c'est l'ensemble du système, c'est ce que me disait l'univers, c'est journaliste scientifique à l'Obs, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Et donc il y avait que des feux rouges qui étaient sur le chemin. Et par contre, j'ai récupéré tout le dossier sur les morts et j'en ai fait les thanatonautes. Et thanatonautes, maintenant, c'est le livre qui est en train d'avoir le plus de succès. Ça a mis du temps. À la sortie, thanatonautes... c'est la version poche, j'ai cru comprendre, qui a fait décoller le livre. Quand le livre est sorti, thanatonautes, ils avaient tiré 70 000, ils ont vendu 10 000. Donc on va dire que c'est un échec. 60 000 sont partis au pilon. Et puis là, maintenant, avec La vie en poche, on doit être 1,5 million. Ouais. Donc c'est une sorte de revanche. Tout à l'heure, je disais que les livres sont comme des enfants vivants. Mais celui-là, il est parti en boitant et il est en train de rattraper les autres. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a une sorte de justice. Et cette justice, ça vient du public, ça vient des lecteurs qui eux-mêmes, au bout d'un moment, il y a un bouche à oreille. Tu vois, ton ami t'a parlé, Simon t'a parlé des livres. Et ce bouche à oreille, en fait, c'est l'inscription dans le temps. Et moi, quand je suis devenu... j'ai commencé à être écrivain, j'avais 2 souhaits, c'est le temps et l'espace. Le temps, c'est-à-dire que mes livres, dans 50 ans ou après ma mort, puissent encore être lus sans être ringards ou sans être connotés années 2000. Et le deuxième, c'est l'espace, c'est-à-dire que mes histoires puissent toucher d'autres pays que la France. Et là, je dois être à 37 pays qui ont traduit le livre. Ça veut dire que le livre, au-delà de mon corps ou de mon existence, vit. Et c'est ça que j'ai souhaité. Ce qui veut dire aussi que je me suis exclu des autres souhaits. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu avoir de prix littéraire et j'ai jamais voulu avoir d'adaptation cinéma qui sont mes deux, j'allais dire, les deux limites. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut prendre conscience que ce qu'on souhaite, on l'a. Mais il faut faire un souhait raisonnable. On ne peut pas souhaiter avoir tout. Et moi, mon souhait, c'était que mes livres me survivent et qu'ils soient diffusés dans le monde. Et j'ai eu ça. Donc, il faut faire des souhaits clairs. Il faut imaginer qu'on a des anges gardiens qui sont tout le temps prêts à nous aider. Mais il faut leur dire ce qu'on veut. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, il ne faut pas dire « finalement, j'ai changé d'avis, je veux autre chose ». Donc c'est pour ça qu'il faut faire... Il y a un mot en anglais, ça veut dire « fais attention à tes souhaits, ils risquent de se réaliser ». Donc moi, mon souhait, c'était d'être publié. Ça s'est réalisé. Après, une fois que c'est publié, c'était de toucher les gens dans le temps et dans l'espace. Et c'est réalisé aussi. C'est aussi pour ça que, pour revenir à ta question de base, je suis heureux. Parce que ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Maintenant, le reste, c'est cadeau. Je ne sais pas combien de temps ma carrière va continuer. Je ne sais pas combien de temps ma vie va continuer. Mais là, tel quel, même si en descendant, je me fais écraser par une voiture, j'ai considéré, là, maintenant, j'ai utilisé mes talents. Et ça rentre en connexion avec cet incident qui était arrivé quand j'avais 14 ans, où quand le type m'a mis le revolver sur la nuque, je me suis dit, zut, j'ai rien fait. Ma vie a servi à rien. Voilà. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce sentiment de heureusement que je suis né, heureusement que j'ai pu utiliser mes talents, et maintenant, à la fin, je regarde ma vie comme une œuvre d'art et je me dis, ok,
ça se début, ça se milieu, ça se fin, c'est complet et ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à une histoire qu'on peut raconter déjà. Ça ressemble à un roman. En tout cas, là, c'est pas la fin, puisque le 23 octobre, on te retrouve à l'Olympia. On peut regarder aussi ton site bernardwerber.com. En l'occurrence, avec la sortie de ton nouveau livre, Les Valses des âmes, qui vont sortir. La Valse des âmes. La Valse des âmes qui va sortir dans quelques jours, puisque le podcast. Le 25 septembre. Et ben voilà, dans quelques jours, pour ceux qui nous écoutent. Ça sort la semaine juste avant. Donc du côté du vin, quoi. Voilà, c'est ça. Non, ça sort le 25 septembre. Et puis il y a aussi le jeu Microïd qui sort le 5 novembre, qui est superbe parce que ils ont mis des moyens d'un film de cinéma et ça fait que tous les joueurs se retrouvent à refaire ce film qui n'a jamais existé, qui est celui des fourmis. Ils peuvent le refaire et le revivre. Et c'est vraiment un travail remarquable qu'a fait une équipe qui est à La Rochelle, qui s'appelle Tower 5, avec Microïd, qui est vraiment une boîte innovante française dans le domaine des jeux. Et je crois que c'est pas mal maintenant d'avoir d'autres moyens pour les gens de recevoir une histoire. Donc là, je parlais tout à l'heure du conte, au moment où on monte sur scène et qu'on raconte une histoire. Il y a le livre, c'est le papier, et le jeu vidéo, c'est encore un autre outil de réception d'histoire, avec un avantage, c'est que c'est interactif. Quand vous regardez un film, vous le recevez le film, et puis voilà, c'est fini, générique. Là, dans le jeu, vous pouvez y rester des heures et des heures, vivre les scènes, et c'est vraiment très beau. C'est tourné comme un film. On retient toutes ces dates, en tout cas, et moi j'ai envie de te dire à très bientôt. Je vais te suivre, en tout cas, et je suis ravi, et merci d'avoir accepté, en tout cas, cette interview. Merci à toi, Nico. Un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet entretien avec Bernard Werber a pu te plaire et t'inspirer. Moi, ce fut une rencontre vraiment touchante et inspirante, justement. Et je vais me plonger dans ces livres qui, vraiment, après avoir fait cette interview, ça m'a tellement donné envie de découvrir davantage qui est cet homme qui a eu cette aura, a cette sagesse qui vraiment m'a énormément touché. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview. T'oublie pas, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire et Osez by Nico, les vidéos pépites de cette interview. Je te dis à très bientôt. Salut.